Alors, bienvenue à nouveau pour cette journée de colloque La construction hors site face à l'Anthropocène, qui fait très naturellement écho à l'exposition que vous avez juste dehors. Il n'y a pas de hasard hors site, mais pas hors sol. Si vous ne l'avez pas découverte encore, allez-y de toute urgence. On a un programme bien chargé aujourd'hui pour écouter les contributeurs de ce colloque qui ont été nombreux, qui ont répondu présent et qui ont déployé toute leur intelligence pour aborder le sujet sous tous les angles et sous toutes ses coutures. Voilà, je n'en dis pas plus et je vais laisser les trois grandes parties prenantes de ce colloque vous dire un petit mot de présentation, en commençant par Léa Mosconi, la présidente de la Maison de l'Architecture en Île-de-France. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. On est très heureux et heureuse d'ouvrir ce colloque et que ce colloque ait lieu à la Maison de l'Architecture Île-de-France, dans cette chapelle. On est très heureux parce que ce sujet du hors-site, c'est un sujet qui est arrivé pour nous en 2019 sous l'impulsion de Pierre Polo de 3F. Ça a été mis en débat et ça a été mis en débat pour comprendre ce que la question du hors-site faisait à l'architecture et à la construction, et pour comprendre comment, face aux différentes crises et aux différentes questions auxquelles nous sommes soumis, notamment face à la crise écologique, comment la construction hors site pouvait être finalement une réponse et quels étaient les enjeux mobilisés. Alors, avec Pierre Polo et avec un groupe de travail, on a monté plusieurs événements, plusieurs actions pour mettre en débat, pour documenter, pour comprendre ces enjeux et ces questions posées. On a mis en place plusieurs tables rondes qui se sont échelonnées sur le temps entre 2021 et 2023. La dernière table ronde a eu lieu ici il y a un peu moins d'un mois et elle réunissait Franck Boutet, Antoine Picon et les architectes de LA Architectes. On a monté une exposition, l'exposition hors site mais pas hors sol, qui est juste derrière sous le commissariat d'un groupe de travail mais mené par Francesco Marinelli et Eva Madec. On a mis en place des groupes de discussion et autres, et donc on est partenaire de ce colloque. Pour nous, c'est très important d'être dans une politique des grands écarts. Pour nous, c'est très important d'avoir aussi bien, à l'occasion de ces réflexions autour des sujets que l'on mène, des événements très grand public et puis des événements, des moments de recherche et des temps de réflexion. Et donc, on est particulièrement heureux d'être associé à ce colloque scientifique, et on remercie vraiment le conseil scientifique et particulièrement Stéphane Berthier et Eva Madec de nous avoir associés à ce moment, à ces réflexions qui nous ont aussi apporté une profondeur et une épaisseur aux réflexions qu'on menait dans l'organisation des tables rondes, de l'exposition et autres. Merci beaucoup aussi à l'École de Versailles, au LEAV. Et puis bravo pour ces temps très bien structurés et très bien menés qui vont nous amener à des discussions extrêmement riches. J'avais promis d'être courte, je pense que j'ai un peu dépassé. Je passe la parole à Jean-Christophe Quinton, directeur de l'École d'architecture de Versailles. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chère Léa, merci de nous recevoir une nouvelle fois dans ce lieu qui... plus que sa forme, plus que sa force, je dirais presque plastique, est ce lieu qui devient un lieu vraiment de débat, qui est encore plus repéré pour ça. Donc merci de nous y faire participer. Cher Lucas, merci, tu représentes la I3F, un partenaire qui est important pour nous, qui ne cesse de renouveler sa confiance envers l'école, envers le labo, tu l'as noté, le LEAV, et pour nous c'est très précieux. Il y a déjà 13 ans, vous étiez avec nous à l'école pour explorer des conditions suburbaines avec les étudiants de master. Et nous voilà 13 ans après avec d'autres questions. J'ai aussi promis d'être court. Alors là, ça tient presque de la mission impossible. Non, je vais faire vraiment un effort. Je voulais partager avec vous, dans un moment comme celui-là, un petit peu d'enthousiasme. Et nous le savons tous, au milieu des tempêtes, au milieu des crises, on a tous un peu tendance à tanguer, c'est bien normal. Mais pourtant, il y a des choses et des signes qui sont, moi je trouve, plutôt positifs. Et j'avais envie, un instant, de partager avec vous cette culture qui nous lie tous aujourd'hui, cette culture qui nous permet de nous retrouver ce matin.
sommes tous finalement très différents, mais il y a quelque chose qui est à l'œuvre et qui nous permet aujourd'hui d'hybrider. Aujourd'hui, on se retrouve avec des enseignants, avec des praticiens, avec des chercheurs, dans une sorte d'élan qui est cet élan, Léa, tu le sais bien, c'est des valeurs que je cherche à défendre et à partager, qui sont liées par cette culture de projet qui est si précieuse. Cette culture de projet qui fait que vous, aujourd'hui, des gens très très différents, peuvent pendant quelques jours, pendant quelques demi-journées, si j'ai bien compris, 3, vont pouvoir échanger et trouver de l'élan pour la suite. Cette culture de projet que vous partagez, c'est à la fois une culture d'action, c'est à la fois une culture disciplinaire et c'est à la fois une culture d'altérité. Et c'est bien la convergence des trois qui nous permet de travailler ensemble et sûrement d'envisager et de trouver des lieux académiques, des lieux institutionnels différents, des lieux d'hybridation, on en parle un instant, avec des institutions qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler, mais qui dans cet environnement trouvent un lieu qui peut devenir un peu fécond pour la suite. Donc cette double convergence, vous l'incarnez, convergence des chercheurs, convergence des praticiens et convergence des enseignants. Donc, je voulais me réjouir de ça avec vous ce matin. Sur le sujet même, c'est vous qui allez travailler, c'est vous qui allez partager. Et évidemment, en tant qu'architecte, je ne peux pas ne pas partager avec vous cette préoccupation qui sera toujours, je crois, la nôtre, de dire que cette préoccupation de la construction hors site ne doit jamais, à un moment donné, devenir la victoire du chemin de grue, que nous sommes des êtres de culture et que, évidemment, l'avenir se construit à travers une convergence heureuse de toutes les questions, et pas seulement techniques, mais évidemment globalement culturelles. Je vous souhaite deux très belles journées et je laisse la parole à Lucas. Merci à vous. Merci à tous pour être là et merci pour ces belles paroles, notamment en fait liées au terme convergence que je reprendrai en fait de Monsieur Canton, car effectivement c'est ça qu'on constate aujourd'hui, c'est une belle convergence qui se cristallise autour de ce colloque de recherche qui est pour nous très important, qu'on a essayé en fait de monter depuis en fait plus qu'une année en fait là désormais. Je vous remercie d'avoir répondu à cet appel à idées, disons en fait cet appel en fait justement à proposition en fait d'aller plus loin par rapport à disons aux sujets qui nous touchent beaucoup en fait, qui sont celui de la construction hors site et comment faire en sorte que cette construction hors site puisse devenir disons en fait une solution par rapport à la crise climatique d'un côté et puis en fait qu'elle puisse devenir quelque part désirable par son aspect, par sa capacité à s'adapter aux différents contextes. Donc qu'on puisse faire de la véritable architecture avec des nouvelles solutions, avec des solutions industrialisées, des solutions en fait qui soient également locales et du coup qui s'ancrent en fait au sol. C'est pour ça que quelque part en fait l'Expo on l'avait appelé en fait construction hors site mais pas hors sol. Hors sol parce que il y a une question contextuelle. L'architecture doit répondre en fait justement au site, mais aussi parce que le sol quelque part doit quelque part rappeler en fait la question de la matérialité, du local, du site, de l'économie en fait justement en fait qui bouge en fait quelque part ces projets que nous menons. Donc 3F en tant que bailleur en fait on est engagé depuis longtemps au sein de la Maison de l'Architecture que je remercie énormément parce que c'est un endroit magnifique, pas que par l'esthétique, mais par les personnes en fait, justement qu'on côtoie, avec qui on peut travailler, on peut développer des idées qui n'avaient pas été forcément, en fait, qui n'avaient pas forcément fait l'adhésion auparavant. Donc on peut porter des idées encore aujourd'hui, bien évidemment. Et l'école d'architecture en fait, de Versailles, avec qui on souhaite renouveler bien évidemment en fait, notre partenariat, parce que nous portons en fait, une politique architecturale et développement durable qui est ancrée justement
au sein de notre groupe, mais surtout, on a besoin de tous nos partenaires pour pouvoir le porter d'une manière adaptée. Donc, merci à vous et j'ai hâte de vous entendre pour pouvoir, par la suite, en fait, essayer d'en tirer en fait, des conclusions qui, je suis persuadé, vont être à la hauteur de tous ces événements en fait, qu'on est en train de mener. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luca De Franceschi. Merci à tous les trois, Léa Mosconi, Jean-Christophe Quinton. Jean-Christophe Quinton qui, justement, à l'instant, nous prédisait une journée placée sous le signe de l'hybridation. Et vous verrez que c'est le cas parce que pendant cette journée et demie, on va être dans un aller-retour constant entre de la théorie et de la pratique, entre des personnes issues du champ académique et des personnes issues du champ professionnel. Beaucoup également des contributeurs qui ont en réalité un pied dans un monde et un pied dans l'autre. Vous commencerez à les entendre tout à l'heure par salve, par grande thématique. On va commencer cette matinée sous le signe un peu de la profondeur historique des thèmes qui restent et des thèmes qui changent à travers les décennies, peut-être même à travers les siècles. Cet après-midi, on rentrera davantage dans le cœur du sujet contemporain en parlant concepts, outils et méthodes d'une part, et puis en parlant de quelques-unes des frontières technologiques qui se posent aujourd'hui à la construction hors site. On pense au numérique, on pense à la robotique. Et puis demain matin, là, on sera vraiment aux prises avec les praticiens, celles et ceux qui aujourd'hui sont confrontés à du projet, mais à qui il n'est pas interdit non plus de prendre un temps de pause et de réfléchir justement à leur pratique, à ce qui bloque, à ce qui va bien, à comment éventuellement on peut bouger les lignes. Ça, c'est la matinée de demain. À travers tout ce programme de colloques, on vous propose également on a également proposé à quelques intervenants de venir nous offrir leur hauteur de vue et leurs éclairages à travers des formats de conférences. C'est par ça qu'on va commencer avec vous, Yvan Delémontet, que j'invite à me rejoindre sur scène et que je vous propose d'accueillir. Yvan Delémontet, qui est architecte, historien du patrimoine et docteur en architecture. Voilà, pour introduire cette matinée sous le signe de la profondeur historique. Bienvenue, Yvan Delémontet. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs de m'avoir proposé d'intervenir dans ce colloque et de faire l'honneur de l'ouvrir. On entend. C'est mieux comme ça? Nettement. Ok. La préfabrication est à la mode, c'est un fait. Désormais désignée sous le vocable de construction hors site, de l'anglais off-site construction, la préfabrication revient depuis quelques années sur le devant de la scène architecturale et constructive à la faveur de la transition écologique et des nouvelles technologies numériques. Non seulement la préfabrication réinvestit les chantiers, mais on lui consacre des ouvrages. Elle fait l'objet d'expositions et se retrouve au centre de journées d'études et de colloques internationaux, la preuve. Ce succès récent serait-il le signe d'un retour en grâce? La préfabrication serait-elle enfin sortie en France de son purgatoire? Si l'on se place dans une perspective historique, on observe que la préfabrication aura constitué l'un des thèmes majeurs de la modernité architecturale au XXe siècle, avant de s'éclipser durablement à l'aube des années 80. Si les raisons de ce déclin sont essentiellement techniques et économiques, elles correspondent sur le plan idéologique à l'essoufflement d'un certain nombre d'idéaux sociaux et politiques qui sous-tendaient la plupart des réflexions et des expériences dans le domaine de l'industrialisation du bâtiment. À ce changement brusque de paradigme
s'ajoute plus spécifiquement, dans le cas de l'Hexagone, un traumatisme associé aux grands ensembles. Naguère porteuse d'espérance, la préfabrication s'est en effet soudain retrouvée accusée, à tort ou à raison, d'avoir été le fer de lance d'une politique d'urbanisation technocratique dictée par des visées essentiellement quantitatives, à savoir loger le plus grand nombre, le plus rapidement possible et au moindre coût, aboutissant 50 ans plus tard aux logiques ségrégatives que l'on connaît aujourd'hui. Si l'on se gardera ici de tout déterminisme technique, force est de constater que l'aversion pour la construction industrialisée en général et la préfabrication en particulier s'avère des plus tenaces dans notre pays. Notre rapport à la préfa est donc complexe, ambivalent, oscillant selon les époques entre fascination et répulsion, entre espoir et désillusion. Cet effet de balancier est d'autant plus puissant que les bienfaits de la préfabrication ont été exaltés en France comme nulle part ailleurs en Europe, mis à part peut-être dans les États post-soviétiques, le pays se forgeant après-guerre une image de champion incontesté de la construction industrialisée. Un tel leadership n'aurait pu advenir sans la rencontre avec un matériau phare dont la France a longtemps revendiqué la paternité. Je veux parler bien sûr du béton armé. En effet, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la préfabrication avait été une affaire essentiellement métallique, l'acier se prêtant mieux à un montage à sec alliant légèreté, rapidité et précision. En dépit de ses atouts, la préfabrication française se tourne à la libération vers le tout béton, s'appuyant sur l'expérience et le savoir-faire des grands corps d'ingénieurs. Alors que les avantages technico-économiques du béton sont évidents, son faible coût, facilité d'approvisionnement et de mise en œuvre, sa plasticité formelle, sa suprématie s'explique aussi par un contexte d'économie de guerre qui absorbe la quasi-totalité des besoins en acier, d'abord pour l'armement, puis pour la remise en état des grandes infrastructures de production et de transport. Si l'industrialisation du bâtiment ne peut se réduire à sa préfabrication, dont elle ne constitue finalement qu'une des expressions privilégiées, force est de constater que le débat tourne en France principalement autour de cette question. Dès lors, une préfabrication en chasse une autre. Celle des agglomérés d'abord, qui, moulés facilement et à peu de frais sur les chantiers de la reconstruction, sont rapidement remplacés par les panneaux lourds produits en usine, auxquels succèdent à leur tour, vers la fin des années 60, les composants modulables de l'industrialisation ouverte, censés libérer l'homme des contraintes de son habitat. Finalement, quelle que soit la nature, l'urgence et l'importance des besoins, reconstruction, puis construction massive de logements, on pense d'abord et toujours en termes de préfabrication. Mais si l'on souhaite sonder cette singularité française de ce que j'ai appelé le béton assemblé, il convient d'interroger la préfabrication avant qu'elle ne tombe dans le panneau, pour reprendre le bon mot de l'architecte Paul Chemetov. Cela nous ramène dans l'immédiate après-guerre, période marquée par les pénuries en tout genre, pénurie de logements, de matières premières et d'énergie, de matériaux de construction, mais aussi de main-d'œuvre, qui obligent les acteurs à innover, à expérimenter, à faire mieux avec moins, à redécouvrir et perfectionner des matériaux et des techniques que l'on croyait révolus. Il s'agit d'un moment de bascule au cours duquel l'on s'efforce, par tous les moyens, de tracer les linéaments d'un monde nouveau. Ce moment particulier de l'histoire rappelle à bien des égards la période que nous traversons aujourd'hui, et il n'est pas inutile d'esquisser quelques parallèles instructifs entre ce passé récent, souvent oublié, et notre présent, tout en gardant à l'esprit que les deux situations ne sont pas les mêmes, que l'histoire ne se rejoue jamais exactement. C'est donc armé de ces quelques précautions que je vous propose un voyage en 12 étapes, ou 12 thématiques, comme vous voulez, dans l'univers de la préfabrication au lendemain de la guerre. Si à cette évocation, certains d'entre vous ont sans doute en tête l'image devenue célèbre de la main corbuséenne plaçant dans son casier la cellule d'habitation, il faut reconnaître qu'elle est bien peu représentative de la réalité de l'industrialisation du bâtiment au cours de cette période. Moins spectaculaire, cette réalité n'en est pas moins le fruit d'une aventure technique et constructive sans précédent, qui se caractérise à la fois par un foisonnement de nouveaux procédés et un raffinement extrême de leur conception. Archaïque, à la traîne, arriéré, les qualificatifs ne manquent pas pour dénoncer la situation dans laquelle se trouve le bâtiment en 1945. Architectes, ingénieurs et industriels n'ont alors pas de mots assez durs pour condamner le retard
pris par le bâtiment sur les autres activités productives. Réel ou fantasmé, ce leitmotiv du retard, que certains d'ailleurs invoquent toujours aujourd'hui, est surtout un plaidoyer en creux en faveur de la modernisation d'un secteur appelé à relever les défis de la reconstruction. Car au fond, que reproche-t-on au bâtiment, sinon d'être resté largement artisanal? Il est vrai qu'en dépit des progrès accomplis durant l'entre-deux-guerres, les méthodes d'exécution ont globalement peu évolué depuis 1918. Si les causes sont en partie conjoncturelles, il ne faut pas négliger la nature profondément conservatrice du bâtiment. En effet, contrairement aux grands secteurs de production de masse, la plupart des ouvrages sont réalisés en place, sur mesure et par une main-d'œuvre nombreuse et qualifiée. De même, à la différence des travaux publics, dont le marché est dominé par une poignée de puissantes firmes nationales, celle du bâtiment ne compte pas plus de 5 ouvriers. Celle du bâtiment, par contre, s'organise autour d'une myriade de petites entreprises locales, dont la plupart ne comptent pas plus de 5 ouvriers. À ces difficultés structurelles s'ajoute à la libération une carence en matériaux de construction liée au rationnement des matières premières, je pense au charbon et à l'acier en particulier, ainsi qu'un manque de main-d'œuvre largement réduite et dispersée par la guerre. Comment, dans ces conditions, répondre à la triple injonction qui est de construire en masse, plus vite et meilleur marché, qu'impose la reconstruction urgente du pays? L'effort à accomplir doit être à la mesure de l'ampleur gigantesque des destructions et des besoins. Aussi, va-t-on saisir la monstrueuse occasion de la guerre, pour reprendre l'expression chère à l'architecte Marcel Lodz, pour industrialiser le secteur de la construction tout entier? L'industrialisation du bâtiment n'est pas une idée neuve, puisqu'on peut la faire remonter à la fin du XIXe siècle. Mais c'est essentiellement à l'issue de la Première Guerre mondiale, dans le sillage des avant-gardes architecturales fonctionnalistes, qu'elle se développe. L'usine automobile et sa chaîne de montage tayloriste représentent alors le nouveau modèle idéal de production de l'architecture qu'incarne en France un chantier comme celui de la Muette à Drancy. Il faudra toutefois attendre la fin de la libération pour que se généralisent de telles aspirations modernisatrices. C'est le moment que choisit l'État, engagé dans le redressement du pays, pour prendre en main ces questions devenues hautement stratégiques. Le signe le plus tangible est la création du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, le fameux MRU, premier ministère en France à être exclusivement consacré à l'activité du bâtiment. Désireux de stimuler la recherche et l'innovation dans le domaine de la construction, il lance une série de chantiers d'expérience qui inaugurent les premiers îlots du centre reconstruit d'Orléans et la cité expérimentale de Noisy-le-Sec. L'objectif est de mettre en œuvre et de comparer à une échelle semi-industrielle la valeur technique et économique de différents systèmes de construction, prometteurs n'ayant fait jusque-là l'objet que de prototypes. Parallèlement, le MRU organise de grands concours nationaux au sein desquels se confrontent architectes, ingénieurs et entrepreneurs réunis en équipes pluridisciplinaires et dont les réalisations, toujours plus importantes, annoncent l'ère des grands ensembles. D'entre tous les aspects de l'industrialisation du bâtiment, normalisation des composants, organisation rationnelle du travail, mécanisation du chantier, la préfabrication fait l'objet d'un engouement immédiat. Alors que ni le mot ni la chose ne sont nouveaux, elle devient un slogan que les différents acteurs entonnent à l'unisson. C'est bien simple, pour être authentiquement moderne, toute construction se doit désormais d'être une construction préfabriquée. Qu'importe les surcoûts entraînés par le manque de coordination des équipes, les détériorations dues au transport et aux manutentions successives, ou encore les nombreuses malfaçons conséquences d'une maîtrise insuffisante des techniques nouvelles, la préfabrication est devenue, pour le bâtiment, la condition même de sa modernisation. Son omniprésence est telle qu'elle s'applique à tous les matériaux, à l'acier, au béton, au bois, à la pierre, au plâtre, à la terre cuite, et à toutes les parties de la construction, structure, enveloppe, partition, mais aussi réseau. Si rien ne semble pouvoir échapper à la préfabrication, personne non plus n'est épargné. À elle seule, elle mobilise des centaines d'inventeurs qui mettent au point une pléthore de procédés. Loin d'être exclusivement une affaire d'ingénieurs, c'est davantage une pluralité d'acteurs qui participent à ce bouillonnement d'idées, représentative en cela de la mosaïque de métiers qui compose le bâtiment. Alors que la plupart de ces procédés sont élaborés pendant la guerre, moment privilégié de réflexion et de patiente mise au point des futurs systèmes constructifs, la libération autorise leur déferlement. Entre 1945 et 1949, c'est près de 400 matériaux nouveaux et procédés non traditionnels de construction, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont ainsi examinés par la commission d'agrément du MRU. Leur diversité,
révèlent autant l'inventivité de leurs auteurs que le raffinement de leur conception. Blocs de béton agglomérés, dalles de façade porteuses, ossatures préfabriquées, panneaux lourds, chaque procédé rivalise d'ingéniosité pour tenter, à sa manière et avec des fortunes diverses, il faut bien le dire, de simplifier et de rationaliser la construction. Certaines villes reconstruites, à l'instar du Havre, offrent ainsi l'éventail le plus large des possibilités offertes par la préfabrication au lendemain de la guerre. Partagés par tous, les objectifs de la préfabrication sont clairs. Abaisser le coût de la construction en rationalisant la mise en œuvre sur le chantier, accusé d'être le lieu de tous les vices, avec son cortège de gaspillage et d'improvisation. Ainsi, dans son numéro de janvier 1946, l'architecture d'aujourd'hui tente de définir le nouveau mode de production de l'architecture. La préfabrication consiste, je cite, à exécuter d'avance des éléments ou des ensembles de telle manière qu'ils puissent être intégrés sur le chantier aux autres parties de la construction par une simple opération de montage et de liaison. Si tout le monde ou presque s'accorde sur la nécessité de la préfabrication, la question de la manière de le faire reste ouverte. Préfabriquer, oui, mais préfabriquer quoi et comment? Alors que les Américains, les Britanniques ou même les Scandinaves identifient la préfabrication à la maison en série, c'est-à-dire une construction légère et reproductible, fabriquée intégralement en usine et assemblée sur le chantier, la notion revêt en France une autre réalité. Aux antipodes d'une préfabrication totale, calquée de manière souvent simpliste sur le modèle de la chaîne automobile, le pays s'oriente davantage vers une préfabrication partielle, mettant en œuvre des éléments et ensembles préfabriqués, destinés à être intégrés dans un tout plus vaste. Cette conception, qui considère le bâtiment comme un assemblage interchangeable de pièces détachées, est théorisée pour la première fois par l'architecte Paul Abraham dans un best-seller publié en 1946 et intitulé « Architecture préfabriquée ». Elle se révèle finalement plus en adéquation avec les faibles capacités productives de l'industrie du pays, de sa culture constructive et du goût dominant des Français en matière d'habitat, ces derniers considérant avant tout le logement comme le réceptacle des traditions, solide et pérenne, à milieu d'un objet mobile, fragile et éphémère. 4 arguments majeurs militent en faveur de la préfabrication. Le premier touche à l'amélioration des conditions d'exécution dans le sens d'une plus grande efficacité de la mise en œuvre sur le chantier. Pour les tenants de la préfabrication, l'exécution traditionnelle est de manière fatale une opération de mauvais rendement qu'il faut à tout prix éliminer. En concentrant donc la plupart des tâches en usine, c'est-à-dire en amont du processus constructif, la préfabrication fait du chantier un lieu exclusif de montage et non plus comme avant, un lieu de fabrication avec son cortège d'improvisation, de gaspillage et d'inorganisation. Le second argument réside dans le supplément de qualité constructive que doit garantir la préfabrication, aux antipodes finalement de l'image de Camelot qui lui colle à la peau. En effet, c'est en faisant un usage juste des matériaux, contrairement à la construction traditionnelle accusée de les gaspiller inutilement, et en décomposant rigoureusement les différentes parties d'un ouvrage que la préfabrication permet de traiter la construction d'un point de vue exclusivement fonctionnel. Ainsi, par exemple, le mur traditionnel épais et lourd est-il avantageusement remplacé par une paroi composite dont chacune des parties qui la constituent est traitée à la fois par sa forme, son épaisseur et sa matérialité en vue de sa fonction à remplir. Cette rationalité nouvelle, qui passe par l'utilisation d'un minimum de matière, conduit au troisième avantage, qui est l'allègement de la construction. Ce gain pondéral est d'autant plus recherché qu'il facilite le transport et la manipulation des éléments. Il s'agit là toutefois d'un avantage contesté, et la question de la massivité des constructions en lien avec la notion de confort dans l'habitation sera au cœur d'une controverse qui voit s'affronter au sein même des adeptes de la préfabrication les partisans du mur lourd à forte inertie thermique à ceux du mur léger et isolant. Enfin, ce tableau ne serait pas complet si l'on omettait le quatrième et dernier argument, à savoir la dimension sociale et morale de la préfabrication. Puisque l'un de ses objectifs est de pallier le manque de main-d'œuvre, on lui assigne également le rôle d'attirer de nouvelles recrues plus enclines à se diriger vers les métiers de l'industrie jugés moins pénibles et plus rémunérateurs. En simplifiant et réduisant les façons sur le tas au profit d'un travail en atelier ou à l'usine, la préfabrication apparaît ainsi comme un moyen d'améliorer les conditions de vie des ouvriers. Certains, à l'instar de l'ingénieur Jean Barretz,
iront même jusqu'à voir dans cet heureux transfert un moyen efficace de lutte contre l'alcoolisme. Avant de décrire les modalités et les formes que prend à cette époque le béton assemblé, il n'est pas inutile d'évoquer les logiques de substitution qui s'épanouissent au lendemain de la guerre en lien avec la préfabrication. La raréfaction des matières premières, comme celle des matériaux, impose en effet de ne négliger aucune piste et de miser sur la diversité des moyens de construire. En l'absence de ciment, d'acier ou de bois, d'autres matériaux dits de remplacement, comme la terre, la pierre ou le plâtre, vont jouer un rôle qu'ils n'avaient plus depuis longtemps. Quoi de plus simple, de plus rapide et de moins coûteux pour abriter les sinistrés que d'employer les matériaux naturellement trouvés sur place et existant en abondance sur le territoire? Ils ont non seulement l'avantage d'être immédiatement disponibles, mais aussi de ne nécessiter que le minimum d'énergie pour leur transformation, mais leur transport et leur mise en œuvre sur le chantier, ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément l'énergie grise. Toutefois, reconsidérer l'emploi de matériaux tombés en désuétude ne suffit pas à répondre à l'urgence et la gravité du moment. Encore faut-il les adapter aux conditions de production actuelles. Il en va ainsi de la pierre tendre calcaire présente sur la quasi-totalité du territoire français. L'abaissement de son prix de revient et l'amélioration de sa commodité d'utilisation sont obtenus grâce à des recherches engagées pendant la guerre, mettant en évidence les propriétés physiques et mécaniques du matériau, ainsi que par le choix d'un petit nombre de blocs standards. Dès cette époque, l'État soutient l'équipement d'une carrière pilote installée à Bonneuil-en-Valois, près de Paris, en vue d'une production mécanisée de quelques 20 000 m3 de blocs par an. Extraite et débitée selon ces méthodes nouvelles, la pierre ainsi livrée sur le chantier est une pierre dite prétaillée, c'est-à-dire dont les 6 faces sont sciées avec précision et dont le parement extérieur est destiné à rester apparent, excluant toute opération de ravalement ultérieure. Poursuivis et amplifiés à la Libération, ces efforts ouvrent la voie à une mécanisation véritablement industrialisée des carrières de pierre de taille, dont Paul Marceroux, génial carrier et ami de l'architecte Fernand Pouillon, sera la cheville ouvrière dans les années 50. Les machines qu'il met au point et installe à la carrière de Fontvieille, près de Marseille, sont capables de tailler dans la masse des blocs plusieurs traits de sciage de parallélisme régulier, avec une qualité de parement et des dimensions rigoureuses. Dotée d'une capacité de production atteignant les 10 000 m3 par mois, elle alimente à des prix défiant toute concurrence la plupart des chantiers de la région parisienne à la Normandie, du sud de la France à l'Afrique du Nord. Tout aussi répandu sur le territoire national, le plâtre, obtenu à partir du gypse cuit à haute température, possède de nombreuses qualités. Il est ignifuge, peu coûteux, facile à mettre en œuvre, et qui amène le MRU à l'envisager comme composant du gros œuvre. C'est le cas du procédé préfab que l'on voit ici, qui met en œuvre des éléments porteurs en plâtre, traités chimiquement de manière à leur conférer une résistance à l'écrasement bien supérieure à celle d'un plâtre ordinaire. Pour les murs, ces éléments ont la forme de poteaux évidés de la hauteur de l'étage, dont la section horizontale en forme de U, avec embrèvement, leur permet de s'emboîter les uns dans les autres. Ils comportent sur leur face externe un tenon en queue d'aronde qui permet l'assemblage de dalles de parement extérieur en béton, revêtues de briquettes. Un autre exemple représentatif de cette stratégie de substitution est l'invention de la fusée céramique. Brevetée et mise au point en 1945 par l'architecte Jacques Quel, afin de remplacer le bois dans la construction, elle se présente sous la forme d'une bouteille sans fond en terre cuite de 30 cm de long sur 8 de large, de diamètre, dont les parois sont longitudinalement rainurées. Les fusées s'emboîtent ainsi les unes dans les autres, selon le principe de construction par anneaux juxtaposés bien connu des Romains dans l'Antiquité. Ce principe fut suggéré à son auteur par l'étude morphologique des structures végétales, en particulier la prêle et le bambou, 2 plantes constituées d'éléments tubulaires de faible solidité se pénétrant mutuellement pour constituer des tiges d'une extraordinaire résistance. L'invention de Quel se prête ainsi à la réalisation de voûtes paraboliques ou de planchers sur voûtes surbaissées dont l'exécution se révèle particulièrement simple, rapide et économique. Si la situation d'extrême pénurie favorise la réactualisation de techniques et de matériaux traditionnels, elle génère surtout l'essor de nouveaux procédés constructifs dont la plupart visent à rationaliser le gros œuvre, en particulier l'enveloppe des constructions. Disons-le d'emblée, la majeure partie de ces procédés prend la forme de blocs de béton agglomérés, expression du low-tech par excellence. Ainsi se présentent-ils comme des éléments légers et de faible dimension, ne nécessitant aucun matériel spécial de levage ou de manutention.
Leur haut niveau de finition, obtenu grâce à une fabrication rigoureuse en usine au moyen de machines vibrantes, de même que leur mise en œuvre simplifiée par des systèmes d'assemblage ingénieux, permettent d'accroître le rendement sur le chantier tout en faisant l'économie d'une main-d'œuvre qualifiée. Enfin, leur isolation thermique est obtenue au moyen d'alvéoles judicieusement placées, de constructions à double paroi ou par la nature même des matériaux qui les composent, pouzzolane, mâche-fer, etc. Mais la plupart de ces procédés ne se contentent pas de faire mieux que les matériaux traditionnels. Leur spécificité résidant davantage dans une certaine forme de polyvalence fonctionnelle qui participe au processus de construction. Je m'appuierai pour illustrer mon propos sur le procédé A47, lauréat d'un concours du MRU, et expérimenté pour la première fois dans un ensemble d'habitations à Calais, dans le nord de la France. Le procédé consiste à réaliser des façades au moyen de parpaings préfabriqués à pied d'œuvre, composés de 2 éléments identiques mis dos à dos et ligaturés, que l'on voit ici en bas à gauche. L'élément extérieur en béton armé vibré à parement fini assure la protection contre les intempéries, tandis que l'élément intérieur en béton de mâche-fer ou de pouzzolane a pour fonction l'isolation thermique. Le vide d'air qui sépare les 2 éléments peut, selon les cas, recevoir un bourrage de matériaux isolants ou servir à couler les poteaux de l'ossature en béton armé. Le procédé A47 répond ainsi de manière optimale à chacune des fonctions du mur, structurelle, protection contre les agents atmosphériques, isolation thermique et phonique. Grâce à la mise en œuvre d'un élément complexe, à la fois dans sa forme et sa matérialité, précisément défini et rigoureusement dimensionné. Mais son intérêt va bien au-delà. En jouant le rôle de coffrage perdu de la structure porteuse, les éléments permettent de faire l'économie de coffrage en bois tout en simplifiant la mise en œuvre, diminuant par conséquent la quantité de main-d'œuvre qualifiée, en particulier les boiseurs et les coffreurs, qui sont particulièrement rares et coûteux à l'époque. D'autre part, leur moulage sur place au moyen d'une presse mécanique leur confère une précision telle que la pose en est accélérée et que le parement extérieur obtenu ne nécessite aucune reprise ultérieure. D'où l'économie supplémentaire d'échafaudage, pour le coup. Ce caractère polyfonctionnel de l'élément qui assure à lui seul la rationalisation de l'ensemble du processus constructif constitue un aspect fondamental de la préfabrication et témoigne d'une pensée de type synergétique, semblable à celle que développe un constructeur comme Jean Prouvé dès les années 30. S'il existe une multitude de blocs de béton agglomérés, il est toutefois possible de les classer en 3 grandes catégories. Les blocs homogènes, ceux dits hétérogènes et les blocs composites. Le premier cas, le plus simple, est celui d'un matériau unique qui permet de remplir tout ou partie des différentes fonctions du mur, ainsi que le propose le procédé Rousseau que l'on voit ici. Il s'agit d'agglomérés creux en béton de gravillon montés à sec, c'est-à-dire sans mortier, dont l'assemblage est assuré par de simples clavettes en béton. Le mur ainsi réalisé est constitué de 2 rangées d'éléments séparés par un vide d'air. La superposition des alvéoles ménagés au sein des agglomérés extérieurs permet de couler des potelets en béton armé servant d'ossature, alors que celles de la paroi intérieure sont remplies de sable. Un autre procédé, hautain, consiste quant à lui à mettre en œuvre des agglomérés de la largeur totale du mur à 3 rangées d'alvéoles, contribuant ainsi à accroître leur légèreté comme leur pouvoir isolant. Leur emboîtement, rendu possible par une géométrie spécifique, permet un montage à sec sans aucune difficulté, la spécificité du procédé consistant à solidariser les éléments au moyen d'un simple coulage dans les cavités verticales d'un mortier de ciment liquide qui se répand horizontalement pour constituer un joint continu derrière le parement. Si l'on associe en un même élément plusieurs matériaux de qualité distincte, il est possible de répondre encore plus efficacement aux fonctions essentielles du mur. C'est le cas du procédé Forestier, que l'on voit ici en haut à gauche, dont la particularité des blocs est d'être constitué de 3 couches distinctes. Un noyau central porteur en béton de ciment vibré, un parement extérieur en pierre reconstitué et un parement intérieur en matériaux isolants, béton cellulaire, etc. Cette stratification est obtenue à la fabrication lors du moulage en atelier au moyen de presses vibrantes spéciales. Ce principe dit du bloc parmenté connaîtra un réel succès lors de la reconstruction. Enfin, il est des cas où ces matériaux de qualité distincte ne constituent pas un même élément, mais sont destinés à être assemblés sur le chantier. L'un des tout premiers d'entre eux, le procédé Hubert-Coignet, que l'on voit ici en bas à gauche et à droite, se compose d'un noyau porteur alvéolé en béton vibré contre lequel sont montées, de part et d'autre, des dalles de parement en pierre reconstituée à l'extérieur et en béton de mâche-fer et plâtre à l'intérieur. La forme particulière de leur feuillure, disposée au droit des encoches des parpaings abritant des fers,
permet de couler un potelet en béton armé en forme de double queue d'aronde qui achève de solidariser les éléments. En dissociant le porteur de son revêtement, cette conception a l'avantage d'offrir une souplesse inédite au constructeur, le calpinage des parements pouvant être totalement indépendant du format des parpaings. Son inconvénient réside toutefois dans une certaine sophistication technique qui complique inévitablement la mise en œuvre. Alternative aux blocs de béton agglomérés, les dalles de façade porteuses en béton moulé sont constituées de plusieurs parois distinctes dont la liaison est assurée au moyen de dispositifs souvent ingénieux. Pour des raisons d'économie et de rapidité d'exécution, l'extrême finesse de leurs composants s'accompagne d'une augmentation de la surface de mur couverte pour un même élément. Inspiré des constructions provisoires destinées au relogement des sinistrés pendant la guerre, le procédé Le Village français met en œuvre une stratification de 3 lames parallèles de 4 à 5 cm d'épaisseur. Une lame extérieure de parement en pierre reconstituée, une médiane porteuse en béton de mâche-fer et une intérieure en plâtre. Séparées, toutes étant séparées par des vides d'air et produites à partir de gravois broyés et de déchets de matériaux trouvés sur place. La liaison des différentes couches est assurée par une série d'entretoises cubiques en béton simplement disposées entre les lames et traversées de fils de fer noyés dans le joint, comme on le voit ici au milieu en bas. La question de la solidarisation des éléments entre eux est cruciale dans ce genre de procédé, au point de faire l'objet de solutions variées. Dans le cas du procédé Cauvet, par exemple, les 2 parois de l'enveloppe sont réunies au moyen d'entretoises en béton dont les extrémités sont formées de 2 becs saillants. Produit et distribué par la coopérative patronale des fabricants de béton manufacturé de Marseille, le procédé Étienne, à droite, permet quant à lui d'introduire des cloisonnements perpendiculaires aux dalles, jouant à la fois le rôle de raidisseur et de coffrage perdu d'une ossature en béton armé. L'assemblage de ces différents éléments reproduit en définitive un parpaing creux, extrêmement léger, dont on peut faire varier librement la profondeur en fonction des besoins. D'autres solutions vont jusqu'à intégrer les éléments de liaison aux dalles elles-mêmes, à l'instar du procédé RIS, qui met en œuvre des dalles de béton équipées de nervures verticales destinées à accroître leur rigidité, l'une d'elles formant saillie afin de permettre sa mise en œuvre. Un autre procédé, le MES, consiste, lui, à mettre en œuvre des dalles extérieures, dalles extérieures en béton vibré de plus grande dimension dont l'élément courant comporte sur sa face interne des nervures verticales et horizontales, formant caisson. Empilées à bain de mortier à l'aide d'un petit engin de levage, les dalles sont liaisonnées à chaque rangée au moyen de broches en fer rond fixées à des armatures que l'on dispose dans le vide ménagé entre les nervures verticales de 2 dalles contiguës. J'ai oublié de le mettre celui-là. L'usage de nervures permet d'envisager des éléments encore plus grands, pouvant atteindre la hauteur complète d'un étage courant. Inspiré du célèbre procédé Maupin, mis au point entre 2 guerres, le procédé Choupe met en œuvre des éléments verticaux en béton vibré toute hauteur, ayant une section en T, dont l'âme est percée d'évidements circulaires. Les ailes constituant le parement fini, il réalise ainsi un mur à double paroi dont la disposition décalée des éléments intérieurs et extérieurs. L'originalité du procédé réside en outre dans le fait qu'un seul et même élément est utilisé à la fois pour la confection des façades, des cloisons comme des planchers. D'autres procédés poussent encore plus loin la préfabrication. Il consiste à fabriquer intégralement en usine une ossature porteuse, entre laquelle prend place un remplissage constitué de dalles de parement en béton moulé. L'objectif est d'éliminer la dimension traditionnellement humide du chantier au profit d'un montage à sec. Il se présente comme de grands mécanos, dont les principaux atouts demeurent l'allègement des pièces et leur facilité d'assemblage. Constructivement semblables, ces procédés se distinguent essentiellement par la nature de l'ossature, qui peut soit être métallique, soit en béton. Dans le premier cas, il s'agit de réunir les avantages d'une structure en acier avec ceux d'une enveloppe en béton offrant des conditions d'isolation, de résistance et d'aspect considérées comme les plus satisfaisantes. Si le recours à ces systèmes mixtes n'est pas nouveau, ce qu'il est, en revanche, c'est l'extraordinaire amincissement des structures qu'impose la pénurie d'acier. De ce point de vue, le procédé La Lorraine, mis au point par la société Entrepose, spécialisée dans la construction d'échafaudages métalliques, est particulièrement représentatif de cette évolution. Mais le procédé qui va connaître un vif succès au point de perdurer jusqu'à tout récemment est sans conteste celui mis au point par la Société des Maisons Phénix, créée en juillet 1945.
Monté en un temps record grâce à sa légèreté et la simplicité de ses assemblages, le squelette métallique de la maison reçoit un remplissage constitué de dalles extérieures en béton vibré et de panneaux de fibres de bois agglomérés à l'intérieur. Le procédé allie ainsi l'efficacité des techniques nouvelles de construction à l'esthétique d'une maçonnerie rassurante et anonyme, ce juste milieu, pour reprendre l'un des tout premiers slogans de l'entreprise. Dans toute une série d'autres procédés, l'ossature est plutôt envisagée en béton armé. Les détails d'assemblage s'inspirent d'ailleurs très largement de la construction métallique ou en bois. C'est pour pallier à l'insuffisance de ce dernier que les constructeurs avaient été conduits pendant la guerre à exécuter des charpentes en béton préfabriqué, notamment pour la réalisation de hangars agricoles. Si leur coût se rapproche de celui des charpentes traditionnelles, elles ont en revanche l'avantage d'être inaltérables, incombustibles et particulièrement économes en entretien. Dans le domaine de l'habitation, les procédés JIP et Inotro sont parmi les plus utilisés. Tous deux mettent en œuvre une charpente, ferme et poteaux, préfabriquée en usine dont les composants sont boulonnés, avant de recevoir l'enveloppe de façade constituée d'une double peau en dalles de béton vibré. Utilisé par l'architecte André Herman à la cité expérimentale des Ruisselets à Beauvais, le procédé Inotro se distingue par la solidarisation définitive des éléments de structure et d'enveloppe au moyen d'une projection de mortier sur la face interne de l'ossature et des remplissages, faisant ainsi d'une construction initialement assemblée un ensemble monolithique. Enfin, notre tableau ne serait pas complet sans évoquer les panneaux de la préfabrication lourde, domaine dans lequel la France excellera. Alors que les procédés que l'on vient de voir relèvent de ce que l'on pourrait qualifier de préfabrication légère en béton, le tournant des années 50, marqué à la fois par l'amélioration des conditions économiques de la France, l'accroissement de la taille des opérations immobilières et l'arrivée dans le bâtiment de grandes entreprises de travaux publics, permet d'explorer d'autres voies. Au souci de répondre à la pénurie, succède la nécessité de construire des logements en masse. Cette évolution précipite l'obsolescence des composants légers au profit de nouveaux systèmes constructifs fondés sur l'augmentation du poids et de la taille des éléments qu'autorise une mécanisation accrue des chantiers. L'exceptionnel foisonnement technique qui caractérisait l'immédiate après-guerre laisse alors place à une progressive uniformisation des procédés dont la mise au point est devenue l'apanage de puissantes firmes nationales. Bien qu'elle soit censée représenter un progrès décisif, l'idée de préfabriquer des parties entières de murs, soit ce qui caractérise la notion même de panneau, n'est pas nouvelle, et les expériences en la matière ne manquent pas. Dès 1910, l'état-major américain avait employé pour la construction de ses casernes de grands panneaux de béton selon le procédé Aiken, qui s'inspire directement du balloon frame. Moulés à plat sur une plateforme mobile, les panneaux de façade étaient ensuite redressés grâce à un ingénieux système de vérins actionné mécaniquement. Dans l'entre-deux-guerres, des procédés similaires sont utilisés pour la construction de vastes cités d'habitation. C'est le cas du procédé Braun, expérimenté au Bettendorp près d'Amsterdam, qui met en œuvre des panneaux porteurs en béton de la hauteur d'un étage, ou ceux utilisés par l'architecte allemand Ernst May dans le cadre des réalisations modernes du Neue Frankfurt. Si en France, différents systèmes sont mis au point à partir de 1945, un procédé révolutionne tout particulièrement les méthodes de construction employées jusque-là. Il s'agit du procédé breveté en 1948 par l'ingénieur Raymond Camus. Né au Havre, ce fils d'entrepreneur, diplômé de l'École centrale des arts et manufactures de Paris en 1933, entre 4 ans plus tard chez Citroën, où il est chargé de trouver des solutions au problème du logement des ouvriers. Mesurant l'abîme qui sépare l'industrie automobile du monde du bâtiment, il envisage dès cette époque, je cite, « d'adapter à la construction d'immeubles les principes de la fabrication industrielle ou, en d'autres termes, faire des maisons comme on fabrique des automobiles ». Le principe du procédé Camus est simple. Il consiste à fabriquer en usine de grands panneaux porteurs en béton constituant chacune des faces entières des parois d'une pièce d'un logement, murs de façade, cloisons, planchers, plafonds, qui sont ensuite acheminés par camion sur le chantier pour y être assemblés au moyen d'une grue. Si le procédé Camus partage les objectifs de la préfabrication, 3 aspects fondamentalement neufs marquent la rupture avec les procédés antérieurs. Le premier est la dimension et le poids exceptionnel des éléments dont les plus grands, de la hauteur d'un étage, mesurent jusqu'à 6 mètres de long et atteignent les 4 tonnes, du jamais vu en France dans le bâtiment à cette époque. Le deuxième tient au caractère unifié de la préfabrication qui tranche avec l'habituelle partition d'un ouvrage en plusieurs procédés constructifs différents. Pour la première fois, c'est donc l'ensemble de la construction qui est pensé selon le même procédé, c'est-à-dire selon les mêmes techniques de composition, de fabrication et d'assemblage, ainsi que dans le même matériau et les mêmes dimensions.
Le troisième aspect, et sans doute le plus important, est l'incorporation fonctionnelle des éléments. En effet, grâce à sa production complète en usine, le panneau Camus possède l'avantage d'incorporer en amont du processus constructif l'ensemble des éléments du second œuvre, huisseries, volets roulants, revêtements, etc., et des équipements, canalisation sanitaire, conduite fumée, accessoires électriques, habituellement ajoutés par la suite sur le chantier. En effet, jusque-là, l'édification d'un bâtiment se déroulait selon une succession immuable de tâches que les nombreux procédés non traditionnels de construction avaient rendues plus rapides, sans toutefois la remettre en cause. Ainsi, le gros œuvre précédait-il des travaux de finition qui, par leur caractère artisanal, demeuraient toujours longs et coûteux. Pour remédier à cette situation, la solution proposée par Camus passe alors par la production en usine de produits industriels complets, réunissant l'ensemble des corps d'état principaux et secondaires qui interviennent de manière trop souvent désordonnée sur le chantier. Expérimenté pour la première fois sur un modeste chantier de la reconstruction du Havre, le procédé Camus est reconduit avec l'appui de l'État dans le cadre de la réalisation de logements destinés aux officiers et sous-officiers de l'OTAN, d'abord à Saint-Germain-en-Laye, puis à Fontainebleau. Fort de ces différents succès, il va dès lors rapidement s'imposer sur des chantiers toujours plus nombreux et importants, contribuant à l'édification de vastes ensembles d'habitations, en France comme à l'étranger. Mon 12e et dernier point sera en forme de conclusion. Rarement, dans l'histoire de l'architecture, les acteurs de la construction, architectes, ingénieurs, industriels, mais aussi entrepreneurs, n'auront été aussi prolifiques pour imaginer, concevoir, mettre au point et expérimenter des procédés et des systèmes constructifs ouvrant une voie nouvelle au bâtiment. Si toutes ces innovations qu'incarne la préfabrication invitent à rompre avec les méthodes traditionnelles jugées improductives et surannées, celles-ci ne conduisent pas pour autant à renoncer à l'héritage du passé, les éléments et ensembles préfabriqués de l'après-guerre s'inscrivant dans une évolution progressive du domaine de la construction. Ce dernier relève d'un ensemble de ressources, de pratiques, de savoir-faire et de techniques qui fondent la culture constructive du pays et que l'on ne peut alors ignorer. C'est ce qui explique, in fine, le choix prédominant de la maçonnerie, qu'elle soit traditionnelle avec la pierre, la terre ou le plâtre, ou moderne avec l'emploi extensif du béton. Il est intéressant de constater combien aujourd'hui les thèmes en vogue au lendemain de la guerre semblent ressurgir dans les circonstances de la crise climatique. Low-tech, réemploi, usage de matériaux locaux, économie de matériaux, de matières premières et d'énergie, réactualisation de techniques et de matériaux traditionnels, et bien sûr préfabrication. Si la réalité matérielle de la construction contemporaine et les moyens techniques à disposition ne sont bien évidemment plus les mêmes qu'au milieu du siècle dernier, on peut néanmoins tirer quelques enseignements, comme le fait de ne négliger aucune piste en misant sur la diversité des approches et des matériaux, de se méfier du technosolutionnisme, porte ouverte à tous les slogans, mais surtout de ne pas oublier la dimension architecturale des solutions techniques nouvelles appelées à être mises en œuvre. Ce dernier point me semble un aspect fondamental de la préfabrication que l'on a parfois sous-estimé. Gageons donc que le hors-site ne devienne pas hors-sol et sache s'ancrer aujourd'hui comme hier dans une culture architecturale plus large, gage de qualité, d'habitabilité et de durabilité. Et rappelons-nous que construire est toujours et avant tout un acte culturel. Merci. Merci infiniment, Yvan Delémontet. Vous avez été tout à fait exemplaire sur la gestion du temps et je vous en remercie. En plus de vous remercier de la qualité de votre propos qui était fort éclairant pour débuter notre colloque, qu'on va poursuivre dans quelques instants en écoutant les premiers contributeurs. Mais avant cela, si vous le voulez bien, je vous propose de prendre une première respiration. Une première courte pause d'une dizaine de minutes. Vous verrez qu'il y en a quelques-unes. Le programme est assez bien construit pour ça et je pense qu'elles ne seront pas trop puisque nous débutons là. Nous sommes qu'au premier quart d'une douzaine d'heures d'une première journée de colloque. Donc je vous propose qu'on se donne rendez-vous à, il est 13 à ma montre, qu'on se donne rendez-vous à 10h25. Et je crois qu'il reste un peu de café au fond. Voilà, à tout de suite.